Je suis donc Danielle Souris, je suis responsable, co-responsable du Parti de gauche Catherine, puisque nous sommes plusieurs camarades. Et puis je suis conseillère municipale de Limoges. Je suis aussi enseignante, donc conseillère municipale de la grande ville-centre. Mais je suis aussi enseignante dans un des plus petits lycées de France, qui est à Saint-Léonard-de-Noblat, qui était bloqué hier par les élèves devant les menaces que laisse peser sur la pérennité d'un enseignement public, la nouvelle réforme du bac, Parcoursup, etc. Et j'ai été candidate de la France Insoumise aux élections législatives, et ça n'est pas sans lien avec cette initiative. Parce que j'étais candidate sur une circonscription qui va d'ici, c'est-à-dire de Beaubreuil, jusqu'à Nède, en passant par Panazol, Fétia, etc. Et à cette occasion, on a pu, parce qu'on a fait une campagne on a essayé de faire une campagne très active de terrain, mesurer quelque chose qui est assez peu mis en évidence, c'est la proximité de problèmes qu'on a constatés entre les quartiers populaires et les quartiers ruraux. Les mêmes problèmes de services publics qu'on sacrifie, les mêmes problèmes pour l'accès aux soins, pour l'accès à l'école, enfin les transports. Alors évidemment ici c'est le transport en commun, c'est les bus, sur Saint-Léo ou sur Émoutier c'est le train, mais on s'était dit que ça valait le coup de travailler sur cette proximité des questions, et il se trouve que la revue du parti de gauche, la revue L'Intérêt Général, a publié un numéro sur les campagnes au sens de la ruralité, et qu'à cette occasion, avec Alain, on a eu l'occasion de se rencontrer et d'évoquer la possibilité, ça pourrait être intéressant de faire un débat montrant cette communauté de problèmes, le fait qu'on est tous dans la galère, qu'on soit dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales, et pour des mêmes raisons en fait. Alors qu'on oppose souvent ces territoires. Voilà, donc voilà ce qui a fondé ce débat qui n'a pas été... Alors on a eu l'idée de ce débat il y a déjà pas mal de mois, bien avant qu'il existe des gilets jaunes, etc. Mais ce qui se passe depuis conforte totalement l'idée qu'on en avait. Alors je vais vous présenter nos intervenants que je remercie vraiment infiniment ce soir d'être là. Donc il y a Alan Popelard, qui est donc membre du comité de rédaction de la revue L'Intérêt Général. L'Intérêt Général, il vous parlera un petit peu de la revue pour vous présenter cette revue et vous dire, et vous dire un petit peu quel est son fondement. Vous avez des exemplaires ici de la revue. Nous avons aussi Nathalie Tarnot, qui est fortement engagée, qui est infirmière à l'hôpital de Saint-Julien. Donc elle vous parlera de l'hôpital, des problèmes qu'il y a actuellement. Je sais qu'il y a des gens de Saint-Julien ici, on pourra parler des luttes aussi pour l'hôpital de Saint-Julien. Et puis il y a celle que je veux vraiment remercier de tout cœur d'être avec nous ce soir, c'est Sabrina. Sabrina, que pas mal d'entre vous ont dû déjà connaissent par l'intermédiaire de ces formidables vidéos qui nous ont tellement fait du bien. Et donc, elle est là pour présenter son livre, elle vous en parlera. Évidemment, bien sûr, elle sera à votre disposition pour dédicacer si vous souhaitez. Voilà, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on fait des petites interventions liminaires. On laisse un peu de temps à chacun de nos intervenants. Et puis ensuite, bien sûr, il y a du débat, parce qu'il y a des gens du quartier ici, il y a des gens des zones un peu plus rurales. Donc, l'idée, c'est vraiment de montrer, en matière de santé, il y a état d'urgence, et on est tous dans les mêmes galères. Voilà. Merci Daniel, et puis merci à tous les camarades qui ont rendu possible cette soirée. Moi je suis très content d'être ici, et je voudrais donc vous remercier à nouveau en mon nom, mais aussi au nom de tous ceux qui s'occupent de cette revue, L'Intérêt Général, qui est une revue donc initiée, qui est la revue du Parti de gauche, et qui existe depuis 2 ans maintenant, puisque le premier numéro a paru en décembre 2016. Oui, donc cette revue est à la fois un lieu de réflexion, un outil de formation, et puis un outil d'agitation aussi pour les militants. Donc c'est un objet qui doit pouvoir être utile aux mobilisations. À ce jour, il y a 3 numéros qui ont paru.
Le premier, je ne sais pas si vous les connaissez, mais le premier donc, portait sur la question des médias. On a commencé par traiter cette question-là, puis le travail, et enfin les campagnes. Chacun de ces numéros, dans chacun de ces numéros, on ouvre nos colonnes à des chercheurs, des sociologues, des historiens, des philosophes, des géographes, à des militants, à des associations, de syndicats, de partis politiques, évidemment du parti de gauche, mais pas seulement, à des artistes aussi, qui acceptent d'apporter un éclairage sur une question en particulier. D'apporter un éclairage, mais aussi d'offrir des articles synthétiques et pédagogiques qui permettent de faire le point sur une question en particulier, et puis aussi de mettre en débat des questions qui ne sont pas encore tranchées ou sur lesquelles le parti de gauche, ou la gauche en général, n'a pas encore beaucoup réfléchi. C'est le dernier numéro, donc c'est celui sur lequel je vais concentrer cette petite intervention, était consacré aux campagnes. On a d'abord essayé dans ce numéro de définir ce qu'étaient les campagnes. C'est de plus en plus compliqué et c'est intéressant et c'est utile, je pense que ça va être utile au débat parce que ce qu'il se passe dans les campagnes et ce qui se passe dans les villes, ce sont des phénomènes qui sont de plus en plus, qui s'interpénètrent de plus en plus. Il y a une communauté d'intérêts, une communauté de population, une communauté de problèmes et qui résulte de l'intrication de plus en plus importante entre l'espace urbain et l'espace rural. Après avoir défini, fait cet effort de définition, on a essayé de montrer que les campagnes n'étaient pas exactement l'espace que la majeure partie de la population se représentait. Et d'abord, qu'elle gagnait de la population. Les campagnes sont des espaces qui connaissent un regain démographique depuis les années 90. Elles sont de plus en plus peuplées. Donc c'est très loin de l'image de ces déserts qui souvent monopolisent l'imaginaire sur les espaces ruraux. Les campagnes gagnent de la population, mais dans le même temps, elles perdent des activités, des services. Et ça, vous le savez très bien, hein, elles perdent des activités, des services, et notamment des services publics qui se concentrent de plus en plus dans les grandes métropoles, et qui se concentrent d'autant plus dans les grandes métropoles que les politiques encouragent la métropolisation des activités. À mesure qu'elles se concentrent dans les grandes métropoles, eh bien, évidemment, c'est des espaces qui dépérissent économiquement, qui dépérissent socialement. Et cette question est d'autant plus importante que les espaces ruraux se repeuplent, mais ne se repeuplent pas n'importe comment, enfin sans logique. C'est-à-dire que la sociologie des campagnes a aussi profondément changé. Et les campagnes sont des territoires ouvriers, des territoires employés. Dans 90 départements sur 95, le taux de pauvreté est plus important dans les campagnes que dans les villes. Les campagnes sont majoritairement peuplées d'ouvriers, elles ne sont pas majoritairement peuplées de paysans, même si évidemment ces derniers vivent aussi dans les espaces ruraux. Donc la disparition des services publics est d'autant plus grave qu'elle a lieu dans des espaces dont les populations ont besoin, les populations ont besoin de ces mêmes services publics. Ça, c'est un grand aspect de la revue, porte sur la question évidemment de la disparition de services publics, des trains, des postes, des gendarmeries, etc. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle, dernier point, qui concentre beaucoup d'articles portent sur cette question-là, et bien c'est la raison aussi pour laquelle les campagnes sont devenues des espaces de lutte. Alors c'est pas nouveau, évidemment. C'est pas nouveau, il y a des mises en perspective historiques. Évidemment, il y a un article, par exemple, qui est consacré à la figure de Guingouin, au maquis pendant la Résistance, Résistance qui s'enracine dans des luttes beaucoup plus anciennes. Les jacqueries, par exemple. Mais ces luttes, elles ont pris une coloration toute particulière depuis quelques années, puisque les mobilisations en défense d'une maternité, en défense d'un bureau de poste, etc., sont de plus en plus nombreuses. Et la mobilisation des Gilets jaunes, évidemment, en est une parfaite illustration. Puisque l'une des motivations des manifestants, et c'était particulièrement visible dans le défilé là, de cet après-midi, c'est la défense des services publics, c'est la défense d'une vie qui est digne.
et d'une égalité de traitement. C'est l'égalité républicaine, elle est au cœur des revendications qui s'exprimaient en tout cas dans la manifestation de cet après-midi. Donc, parmi évidemment tous ces services publics qui sont au cœur des mobilisations, bien évidemment, il y a la question de la santé. Les déserts médicaux sont de plus en plus présents sur le territoire et évidemment, ça touche à l'intimité, ça touche à une dimension très centrale de l'existence. Et donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin pour cette présentation de la revue, mais je vais laisser la parole à Nathalie, je crois, pour aborder cette question-là. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Nathalie Tarnot, je travaille à l'hôpital de Saint-Junien, qui est pas très loin de Limoges, donc il y a une trentaine de kilomètres de Limoges. Donc, oui, alors, donc ça fait 10 ans que je travaille dans cet hôpital. Et bon, alors je travaillais à Paris avant. Et quand je suis arrivée à l'hôpital de Saint-Junien, je viens de l'hôpital de Saint-Antoine, l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e. Je trouvais que c'était vraiment un hôpital, un petit bijou. Et vraiment, il y a tout dans cet hôpital. Mais en 10 ans, ça a beaucoup changé. Et puis, dans les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, on s'aperçoit vraiment que, en fait, l'hôpital est en train de devenir comme une sorte de grosse consultation. Les médecins, il y a beaucoup de médecins qui sont partis. Alors, les médecins qui partent à la retraite, ça c'est normal, mais alors, ils ne sont pas remplacés. D'autres qui s'en vont pour d'autres raisons, qui ne sont pas remplacés, ou alors qui sont remplacés par des assistants qui viennent du CHU. Voilà, enfin bon. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que, bon, les lits, il y a beaucoup de lits qui ont fermé. Là, on doit approcher de... On a plus de 30 lits qui ont fermé. On est passé à la chirurgie ambulatoire vraiment qui a été développée, voilà, qui a vraiment été développée, on s'en rend bien compte. Et surtout, en fait, on s'aperçoit que le manque de moyens qui se fait sentir de plus en plus, eh bien, en fait, impacte directement sur le fonctionnement de notre hôpital. Alors, évidemment, c'est vrai, on devient un hôpital qui a moins d'activités, qui donne moins de résultats qu'il devrait forcément parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Et c'est comme ça qu'en fait, on me dit, voyez, vous ne remplissez pas, là, il y a un manque de sécurité, vous voyez bien, il y a un moment donné, là, on avait 3 anesthésistes, donc on ne pouvait pas faire tourner le bloc comme il fallait, donc forcément, baisse d'activité. Là, on a recruté un anesthésiste il n'y a pas très longtemps, alors ça, d'ailleurs un anesthésiste qui vient, un médecin qui vient d'Algérie, et donc là aussi c'est pareil, qui est pas payé comme un médecin, voilà, parce qu'il n'a pas les diplômes, il n'est pas reconnu comme un médecin, voilà, à part entière pour nous, et du coup il est payé, je crois, 1 250 €, enfin, une misère. Voilà, il y a ça aussi qui se passe à l'hôpital. On a une pharmacie qui est toute neuve. Les travaux ont été faits il y a 3 ans. Il y a un flux laminaire tout neuf. Notre service de chimio est fermé. Tous nos patients sont obligés d'aller à Limoges, où ils se retrouvent... alors, l'hôpital de Limoges, il est très bien, mais nous, on avait un service où on accueillait les patients vraiment avec des chambres au sol. Enfin, on a tout ce qu'il faut, quoi. Et du coup, ils sont obligés d'aller à Limoges et ils ne sont pas ravis. Ils préféreraient bien sûr être traités à Saint-Junien, où ils étaient très bien traités. Pareil, on a un bloc flambant neuf qui a été rénové, remis aux normes il y a à peu près 3 ans. Ça a coûté très très cher à la collectivité. Et ce bloc, il n'est pas exploité comme il devrait. Il y a une équipe d'ailleurs soignante qui a été supprimée. Donc voilà, il ne tourne pas, forcément il ne tourne pas comme il devrait. Alors voilà, il y a tout, on a vraiment tout ce qu'il faut pour fonctionner, mais voilà. Donc on a aussi une maternité encore ouverte, pour, je sais pas, normalement 5 ans encore, mais avec ce qui va se passer là, enfin on a un PH qui va partir à la retraite en novembre 2019, voilà, l'avenir de la maternité, du coup, elle tient qu'à un fil.
Voilà, c'est des choses comme ça qui nous inquiètent beaucoup. Mes collègues aussi, je voulais quand même parler de mes collègues qui travaillent en EHPAD. Donc, en EHPAD, il faut savoir qu'il y a une infirmière et 2 aides-soignants pour 89 patients le soir. Et donc, mes collègues me disent que pour coucher les patients, ils n'ont que 3 minutes par patient, à peine. Voilà, c'est du travail à la chaîne, puis ça n'a pas de sens de travailler comme ça. Enfin, les patients sont pas traités comme ils le devraient, et les soignants, en faisant un travail comme ça, ils se sentent pas soignants, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? On fait des économies, on cherche à faire un maximum d'économies, donc ils font des économies par exemple sur des postes, sur des manips radio par exemple, qui avaient des astreintes qui étaient rémunérées, et voilà, ça fait quand même là ça va faire un manque à gagner sur leur salaire, parce qu'on veut les faire travailler en 3/8, donc ils vont perdre ce petit pécule qu'ils avaient d'astreinte. Voilà. Voilà, c'est pour vous montrer que, avec ce qui se passe en ce moment, on sent vraiment qu'on est en train de basculer dans une autre dimension, et qu'il y a vraiment 2 formes de médecine. C'est-à-dire que les gens, de toute façon, qui sont dans notre bassin ici, de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. Ils ne vont pas avoir d'autre choix, puisqu'on leur propose rien d'autre que d'aller se faire soigner dans le privé. Mais désolé, mais on n'a pas les moyens de se faire soigner dans le privé. Les gens qui travaillent, c'est des gens qui sont agriculteurs, qui ont des petites retraites, ou voilà, des gens, comme vous disiez, des gens qui travaillent ici, qui ont des petits salaires et qui vont plus pouvoir se faire soigner, qui vont pas pouvoir avoir. Il n'y a pas de transport aussi ici, donc ils sont obligés d'avoir une voiture, ils sont obligés d'être accompagnés par quelqu'un pour aller à l'hôpital, et il y en a qui peuvent tout simplement pas. Les ambulances ne sont plus remboursées, voilà, donc ça fait qu'en fait, ça fait toute une chaîne qui fait que les gens, ils risquent de capituler, de ne plus se faire soigner carrément, quoi. Voilà, c'est ça qui est à craindre. Merci, merci à vous d'être là. Pour être honnête, je ne sais pas trop par où commencer. Tellement il y en a à dire. Alors, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'introduire par... excusez-moi, tout à l'heure, c'est pas que j'étais impolie, c'est que je cherchais un des posts que j'avais fait, justement, sur les EHPAD. Alors, je vais l'introduire par là, le propos, puisque c'est quelque chose qui concerne tout le monde, à la fois dans les campagnes, dans les villes aussi, qui ne sont pas épargnées par les déserts médicaux. Hein, pour nous qui sommes à Paris, le 18e, 19e et 20e arrondissement sont par exemple en désert médical. Hein. Donc c'est pas, les villes ne sont pas épargnées par ça. Alors je vous propose au-delà, pour un instant, des chiffres, etc., de se rendre compte comment leurs politiques sont une atteinte à la dignité de la vie, tout simplement. Donc je vais vous lire ce post que j'ai écrit la dernière fois, si vous en êtes d'accord. Ouais. Que j'ai appelé les yeux de l'humiliation. J'étais donc en visite appelée dans un EHPAD. Alors, ce soir, je suis appelée pour une diarrhée profuse chez une dame en EHPAD. Hein. On est en zone de désert médical, donc à l'endroit où je me rends. Lorsque je suis entrée dans la chambre, ce n'est ni l'odeur, ni les excréments déversés sur le fauteuil roulant et partout sur les draps qui ont frappé mon esprit. Non, c'est le regard désespéré de cette femme et ses gémissements, nus, assis sur son lit, en train d'être nettoyés par une aide-soignante. Les gémissements et les yeux de la honte. « Regardez ce que je leur fais subir à ces dames », me dit-elle, la voix tremblante. Je n'avais pas encore tourné les yeux pour découvrir que son mari était allongé dans le lit en face, détournant le regard. Parce qu'elles ne sont pas assez d'effectifs pour cette femme handicapée dépendante, il n'était pas possible de faire sortir son mari pour la nettoyer dans l'intimité, ni assez de temps pour qu'elle profite d'une douche chaude et salvatrice pendant qu'un autre changerait les draps souillés. Non, il n'y avait qu'une aide-soignante, douce, qui tentait de la rassurer, elle, nue, frileuse et tremblante, pendant qu'on lui passait un gant savonné sur son dos taché d'excréments.
C'est cela, Madame Buzyn, Monsieur Macron, que vous ne verrez pas dans vos tableaux et que vous ne verrez probablement jamais. Ce sont ces yeux-là, ce regard désespéré qui dit pardon alors qu'il ne devrait pas. C'est cette douche qui lui aurait fait tant de bien qu'elle n'aura pas à cause de vos tableaux Excel, dans lesquels il est écrit que l'heure est à servir le repas pour 80 personnes au lieu de s'occuper d'une. J'ai dû ensuite prescrire des perfusions d'hydratation pour 3 patientes, à ajouter au travail rude des infirmières, parce que les effectifs ne sont pas suffisants pour stimuler les patients à boire dans la journée. Voilà, messieurs, dames les dirigeants, la déclinaison de vos décisions et de vos calculs à milieu du réel. C'est celle de la désespérance de nos aînés que l'on tente tant bien que mal de réparer avec nos mots et nos sourires, parce que nous n'avons plus que ça. J'espère que vous lirez ce post et qu'à défaut d'en répondre à vos concitoyens, vous en répondrez à votre conscience. Je leur ai donc envoyé, a priori ça a marché puisqu'il a été partagé un peu plus de 115 000 fois. Toujours est-il que, voilà, pour introduire le propos, comment tous ces gens-là atteignent directement, avec les politiques qui mettent en œuvre la dignité des êtres. On parlait là, donc comment est-ce que ça se passe maintenant dans le concret des décisions pour eux, pour qu'on en arrive à des situations comme ça, c'est celle que vous disiez, qu'évoquait Alan, notamment pour les déserts médicaux, de la métropolisation des activités. Ça, on connaît bien évidemment aussi dans tous les secteurs du soin. Ça se traduit à l'hôpital, dans les EHPAD, dans tous les secteurs de la santé, notamment en tout cas dans les hôpitaux, par ce qu'on appelle les GHT, donc les groupements hospitaliers de territoire. Donc maintenant, on demande aux hôpitaux de fusionner entre eux pour faire, ne nous cachons pas un maximum de qualité, non, un maximum d'économie. Ça permet en fait de regrouper les activités. Vous prenez par exemple un hôpital de Limoges et de Saint-Junien, de Nexon, etc. Le but du jeu est qu'à la fin, vous ayez par exemple un seul laboratoire qui fasse les analyses sanguines de tout le monde. On économise donc du personnel. Sauf que dans la réalité, il se passe quoi? Et nous en avons déjà fait les frais, nous, à Paris, dans plusieurs cas, c'est que quand vous ramenez une analyse de sang, si tant est que vous avez besoin d'un résultat en urgence, quand vous ajoutez le transport au temps de l'analyse, et que ce transport-là est de 30 minutes, il vous faut donc près de 3 heures pour avoir des résultats d'un gaz du sang, d'un ionogramme, de quelque chose qui potentiellement va nous servir à vous sauver la vie. Donc on voit là comment, à travers ces décisions qui sont là pour des impératifs économiques, comment on met en danger les gens. C'est là le principal point de ce problème du désert médical, c'est comment on met en danger la population. Et ça se décline à tous les échelons, c'est-à-dire à l'hôpital. Ensuite, ça se décline, comme elle le disait, sur les fermetures d'hôpitaux et de maternités de proximité, avec lesquelles on nous sort la grande excuse de la sécurité. Ça ne serait pas, les services ne seraient pas certifiés. On le voit par exemple avec la maternité de l'Indre, la maternité du Blanc, que vous connaissez bien, où les gynécologues obstétriciens eux-mêmes ont fait des propositions pour obtenir la certification de l'établissement avec un roulement de gynécologue obstétricien. Donc les soignants ont les solutions pour maintenir ça à flot. Seulement ces gens-là considèrent qu'en dessous de 350 accouchements par an, un service n'est pas rentable. Ben voilà la vérité en fait. Ce n'est pas des questions de qualité ou de pertinence. On est tous a priori d'accord pour ne pas faire prendre de risque à une femme qui va accoucher. Il n'y a pas un gynécologue obstétricien qui acceptera d'accoucher une femme s'il n'est pas sûr de l'entourer du maximum de garanties possibles. Or, c'est donc bien des injonctions économiques qui sont ici à l'œuvre. Alors, je vous dis ça, là encore une fois, c'est une perte de chance, puisque rendez-vous bien compte que pour les femmes qui vont avoir 3/4 d'heure de route à faire pour trouver une salle de travail, il n'y a plus qu'à espérer qu'on n'ait pas un gamin qui fasse une détresse respiratoire, qui est une dystocie des épaules, c'est quand l'épaule est coincée, je vous donne des termes techniques, mais enfin bref, vous me comprenez, toutes des complications potentiellement à sa naissance, qui peuvent être fatales. Je cite un de ces exemples dans le livre, notamment avec un jeune homme que j'ai dû moi transférer en état d'hypokaliémie, c'est donc un manque de potassium dans votre sang qui peut entraîner la mort, et qui a dû faire pour cause de fermeture de lit, alors que les lits, il faut bien se représenter. Physiquement, ils sont là, d'accord ? Ils sont fermés parce que les effectifs qu'on vous donne ne permettent pas de les ouvrir.
Donc on ferme les lits puisqu'on n'a pas les effectifs suffisants pour les faire tourner. On fait faire donc à ce jeune homme de 22 ans 35 minutes de SMUR après avoir appelé une dizaine d'hôpitaux de la région parisienne. On a fait faire 35 minutes de SMUR à ce gamin qui avait pu être transféré sur Pontoise pour lui trouver un lit de réanimation. Et j'ai déjà vécu au cours de mon externat des SMUR qui appellent tous les services de réa avec un homme qui a fini par mourir dans le camion et qui avait tourné plus d'1 heure sans trouver un lit de réa sur la région parisienne. Donc on en est là. Donc à un moment, la principale chose qui est une arme à diffuser partout autour de nous, c'est comment on nous met en danger, tout simplement. Et comment on n'organise pas, et là j'en terminerai là-dessus, il y a un énième recul pour un gouvernement qui se prétend être progressiste sur la considération du soin. Ces gens-là parlent d'ambulatoires, de parcours de soins, des méga-centres qui deviennent des centres de consultation, en fait, géants, comme on le dit. Il faut se rappeler aussi qu'aujourd'hui, à l'hôpital, il faut savoir qu'une personne sur 3 n'a pas de visite lors de son hospitalisation. Donc vous imaginez qu'en plus, elle est hospitalisée éventuellement à plus de 20-30 minutes de son lieu de domicile, comment on éloigne encore plus la possibilité pour elle d'être visitée, d'avoir quelqu'un. Et vous savez bien que dans l'état où on se trouve, nous, en tout cas dans les hôpitaux, c'est pas nous qui allons avoir le temps de lui proposer d'aller boire un café à la cafétéria d'en bas. Et donc c'est là où j'en viens, c'est cette considération du soin comme maintenant uniquement techniciste. Vous n'êtes plus des individus, vous êtes une cholécystite, une appendicite, une prothèse de hanche, une greffe de foie, etc., etc. Donc on perd toute notion d'humanité, alors même que l'Organisation mondiale de la santé, la définition de la santé, est un état de bien-être total, mental et physique. Et là, on en vient à la contraction de la santé sur son point uniquement organique. Vous êtes là pour vous faire ouvrir, opérer et ressortir. Et quand on parlait de médecine de vitesse, j'en finirai là-dessus. Je pense à mes collègues de Lorient qui m'ont fait savoir, par exemple, que depuis quelques mois, pour ceux qui ne se sentent pas en état de rentrer chez eux, puisque vous savez, là aussi, ils ont eu beaucoup de fermetures d'hôpitaux et de maternités de proximité, donc ils font tous beaucoup de routes pour aller se soigner, et bien pour ceux qui ne se sentent pas en capacité de rentrer chez eux, si leurs chiffres tensionnels, fréquence cardiaque, pas de fièvre, etc., en tout cas si médicalement la sortie a été autorisée par le médecin, ils ne seront plus remboursés d'une journée supplémentaire d'hospitalisation, et on leur indique donc qu'à partir du moment où un personnel médical a signé la sortie, ça sera à leurs frais s'ils souhaitent rester une journée de plus à l'hôpital. Vous aurez donc soit une personne qui a les moyens, qui dira « Ok, moi je me sens vraiment pas de sortir, je vais m'évanouir si je rentre à la maison, je peux lâcher ces 1 100 € la journée d'hospitalisation à peu près. Je suis prêt à mettre 1 000 €, j'ai une très bonne mutuelle. » Et vous avez les autres qui n'auront même pas la possibilité même d'imaginer mettre une telle somme, et qui donc, même s'ils ne se sentent pas bien, c'est en plus enlever toute propriété de la personne sur sa vie et sur sa santé, de lui dire tu n'es même pas là toi pour être juge de si tu es en état ou pas de sortir, c'est nous qui le décidons. Et bien voilà, là on a encore une fois quelqu'un qui, du coup, s'il n'en a pas les moyens, rentrera chez lui. Donc la mise en place d'une médecine à 2 vitesses sans complexe, au détriment bien sûr des patients. Pour cadrer un peu le débat, il y a en France 92 déserts médicaux. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une définition précise? Qu'est-ce qu'on appelle exactement un désert médical? Je ne sais pas si l'une de vous peut y répondre. Donc il y a 92 déserts médicaux dans lesquels vivent 2,5 millions d'habitants. Donc il y a 2,5 millions de Français qui sont concernés par le désert médical, et il faut bien se figurer que le désert médical est souvent un désert tout court, hein, puisque ce sont aussi des endroits où si les maternités ferment, si les médecins généralistes disparaissent, etc., c'était souvent parce qu'au départ il y a eu la fermeture d'une usine, le départ de population, et puis voilà. Donc quelques chiffres qui figurent dans la revue, pour montrer que c'est la question des services publics dans son ensemble qui est posée. Entre 1980 et 2013,
Les écoles primaires et maternelles ont été supprimées dans 24% des communes françaises. Les bureaux de poste dans 36% d'entre elles. Les perceptions dans 31%. Les gendarmeries dans 13%. Les gares dans 28%. Les maternités dans 48%. C'est énorme. Donc là, on a des chiffres qui sont, des chiffres qui sont extrêmement parlants et qui expliquent pourquoi les populations se révoltent. Alors, la situation, elle est totalement révoltante, et c'est le point de départ où la question a vraiment été posée. C'est ici, c'est en 2005, c'est à Guéret où la question des services publics a été posée nationalement. Et là, on est toujours dans ce combat-là qui ne cesse, avec des problèmes qui ne cessent de s'accentuer. Alors du coup, pour répondre à la question, un désert médical, c'est quand la densité de soignants est inférieure à 30% à la moyenne nationale. Voilà, pour répondre à la question, alors on peut quand même dire que les dirigeants essayent de faire semblant de s'occuper de ce problème. Alors il y a un côté où honnêtement ils essayent vraiment. Le seul problème, c'est qu'ils le font avec le logiciel de pensée qui est le leur, celui de l'argent. Et donc on voit que des offres pour les jeunes médecins d'installation avec la location du cabinet, avec des primes à l'installation pouvant aller jusqu'à 200 000 euros, plus comme à l'hôpital, on nous offre entre 10 000 et 30 000 euros si on accepte de rester à l'hôpital les premières années d'exercice d'un praticien hospitalier. Donc le problème, c'est qu'ils le font avec un logiciel de pensée qui est le leur, sans comprendre que la cupidité n'est pas le moteur du monde. Et que donc, pour plein de gens, quand on va s'installer quelque part, on n'imagine pas d'abord, juste pour un soignant, prendre des risques, tout simplement, médico-légalement. Donc, comme je le dis là, moi la première, je pense que je me sentirais pas tranquille d'exercer à un endroit où il faut que j'appelle un hélico pour faire hospitaliser un patient qui serait en état réanimatoire, et où je suis à plus de 35 minutes de camion d'un service de soins intensifs. Donc ça pose cette question-là, ça pose évidemment la question, comme le disait Alan, du contexte économique global, c'est-à-dire que quand vous allez à un endroit, en général, quand on a fini médecine, vu que c'est très court comme étude, on a quand même souvent fait des enfants, on est en couple ou pas, et donc de fait, il faut une école, il faut des moyens de transport, et puis il faut un boulot pour le conjoint ou la conjointe. Donc c'est un petit peu compliqué de penser isolément comme ça, le médecin comme venant être une pièce qu'on poserait à un endroit avec un chèque en se débarrassant du reste. Donc c'est encore là l'incompétence hallucinante de ces dirigeants-là qui ne considèrent la société que point par point pris isolément, comme chacun avec leur ministère pris isolément, au lieu d'avoir un vrai... on voit à quel point il n'y a pas de projet de société cohérent dans sa globalité, tout simplement. Alors, on a un micro-baladeur, donc je le donne à qui veut le prendre. Simplement pour compléter sur la question des statistiques, parce qu'il se trouve qu'on a un petit document qui s'appelle « Définition d'une stratégie territoriale de l'offre de soins de premier recours sur le territoire du quartier de Beaubreuil » et qu'on y apprend. Alors, le document date de 2014, mais je ne suis pas sûre que ce soit arrangé depuis. On y apprend que la démographie des professionnels de santé libéraux en premier recours de soins est d'ores et déjà déficitaire, notamment s'agissant des médecins généralistes et des dentistes. Et quand on lit l'ensemble, on voit que la situation n'est pas amenée à s'améliorer puisqu'il va y avoir des départs en retraite et qu'on n'est pas sûr qu'ils seront remplacés. Mais je crois qu'on a des gens ici, des habitants du quartier qui pourront expliquer au-delà des chiffres et des circulaires technocratiques ce que ça veut dire dans la vie quotidienne. On a aussi des amis qui sont là de communes où il n'y a plus de médecins généralistes depuis belle lurette. On a des amis qui viennent un peu de quartiers différents. Donc la parole est à vous. Il y a une médecin aussi, je crois, qui pourra expliquer, qui est médecin hospitalier, mais qui travaille aussi en zone rurale, qui pourra aussi peut-être faire état de son expérience. Donc la parole est à vous. À qui la demande ? C'est la première question qui est toujours la plus difficile, on le sait, donc on va passer à la seconde. Qui est-ce qui souhaite intervenir ? Au revoir. Alors.
Je me lance. Bonjour Daniel. Alors j'habite autour de Saint-Junien. Moi c'est pas tellement une question, c'est plus un témoignage. Donc comme vous avez vu, l'hôpital de Saint-Junien est en train de se vider. Donc on s'est un petit peu organisé, on a monté un collectif, on a fait des pétitions, on a fait des tracts, on a essayé d'informer la population puisque les élus sont un peu déficients à ce niveau-là, pour pas dire qu'ils accompagnent le déménagement au lieu de s'opposer réellement à son déménagement. Alors on a parlé des soignants, mais il y a aussi, ils nous déménagent la blanchisserie, ils déménagent les cuisines, ils amènent tout sur Limoges. Enfin, quand on parle, on voit bien, en ce moment on dit qu'il faut rapprocher le travail des gens, mais on en est loin. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je sais pas, Françoise peut-être, toi qui fais partie du collectif. Non? T'as autre chose à dire? J'ai pas vraiment quelque chose à... Bon, je n'ai pas d'informations meilleures que celle de Nathalie sur l'état de l'hôpital, mais enfin, rien de plus précis. Mais je vois que les gens sont mécontents aussi des délais de rendez-vous qu'ils obtiennent à l'hôpital. C'est 6 mois, et après, quand bien même on a un rendez-vous, il est repoussé tout d'un coup brutalement de 3 mois parce que c'est quelqu'un qui vient du CHU de Limoges, qui n'a pas pu, etc. Enfin, ça met les gens dans des conditions d'incertitude. Donc on est là à se demander, est-ce que j'aurais pas mieux fait de prendre un rendez-vous à Limoges? Enfin, c'est un petit peu comme la fermeture de la ligne de train. C'est-à-dire que les conditions se détériorent et font que les gens, du coup, ne fréquentent plus. Et ne fréquentant plus, hop, on dit, il faut fermer. C'est comme ça qu'ils ont procédé pour la fermeture de la ligne Angoulême-Limoges. Enfin, il y a encore un tronçon qui fonctionne, mais il y a un tronçon qui est complètement arrêté. C'est-à-dire, le train, il est... d'abord, il va moins vite qu'avant. Ensuite, il est plus espacé, c'est-à-dire il y a moins de trains. Ensuite, il arrive en retard. Donc les gens, à force, ils ne le prennent plus, ça ne correspond pas à leurs horaires, ou ils ont peur d'arriver en retard au boulot. Et du coup, on dit, ils ne le prennent plus, alors il n'y a plus assez de fréquentation, donc on va fermer. Ça se justifie. Mais c'est absurde. C'est toute cette façon de détériorer le travail de manière à ce que les gens s'en détournent et que les gens préfèrent aller tout d'un coup dans le secteur privé. Ils se disent, on va aller dans le secteur privé parce que il faut qu'on attende trop, etc. Ils seront prêts éventuellement, s'ils ont un peu de moyens, à débourser plus. Et c'est tout ce système qu'on commence à voir fonctionner à Saint-Junien, dans le cadre de l'hôpital. Avant, on allait naturellement et de manière, disons, alors heureuse, malheureusement, dans le cadre d'un hôpital, c'est souvent malheureux, mais enfin bon, on allait en étant sûr de soi à l'hôpital, on prenait rendez-vous. Maintenant, on se pose toujours des questions, quoi. On se détourne de soi-même, alors même qu'on est pour qu'il y ait l'hôpital. Céline? Bonsoir à tous. Alors moi je vais rebondir sur ce que disait madame. Ça se voit, cette question-là d'asphyxier un service pour ensuite justifier de son inefficacité pour le fermer. On l'a vécu là sur le quartier avec la piscine de Beaubreuil. Ça me fait de la peine vraiment. Moi j'habite le quartier, donc Beaubreuil c'est 11 170 habitants et 5 médecins généralistes, plus de dentistes. On a eu pendant quelques mois une gynécologue, ça c'était formidable d'avoir une gynécologue sur le quartier, parce que je ne sais pas s'il y a eu des études de fait sur l'accessibilité des femmes aux médecines qui les concernent. Cette médecin, le docteur Zomo, en fait, a fini par partir parce que les gens ne venaient pas vers elle. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup d'informations pour informer les patientes qui avaient maintenant cette spécialité-là. Mais en fait, ça rejoint. On ne communique pas sur ce qu'il y a et finalement, les gens se débrouillent, prennent leurs habitudes ailleurs, ils s'adaptent, les gens. C'est pas forcément une bonne solution, mais l'humain sait s'adapter. Et du coup, même après, pour remettre quelque chose de proximité, c'est compliqué parce que les gens ont trouvé d'autres solutions, en fait.
Que dire d'autre? Alors moi, quand j'entends vos témoignages, moi je galère souvent. Hein. Je suis maman de 2 enfants. Les enfants, c'est bien connu, c'est souvent malade. Pour peu qu'il y en ait un qui a besoin d'orthophoniste, de lunettes, c'est pareil, les opticiens, enfin non pas les opticiens, les ophtalmos, pour avoir un rendez-vous ici, tout le monde sait combien c'est compliqué. Il faut passer par l'énorme pôle maintenant de la clinique Chénieux. On n'est pas sûr d'avoir le médecin qu'on veut. On ne sait même pas quand on prend rendez-vous si le médecin qui nous reçoit prend des dépassements d'honoraires ou pas. À côté de ça, la Sécu nous invite à ne pas justement trop forcer là-dessus sur les dépassements d'honoraires. Les mutuelles nous tirent les oreilles. C'est compliqué. Et nous, au quotidien, on est obligé de prendre des demi-journées de travail pour aller à ces rendez-vous-là. Voilà. Et encore, quand c'est que la question de l'ophtalmo et que la vie n'est pas en danger, ça reste, voilà, on encaisse, on fait avec. Mais quand j'entends vos témoignages sur des gens qui meurent faute de pouvoir être reçus et recevoir les soins, moi je me dis, mais en fait il faudrait toutes les victimes de ce système-là, se retourner contre l'État, porter plainte contre l'État. J'en viens à penser ça en fait. Merci Céline. Alors ça a déjà été fait, puisqu'évidemment on en est au point où plein de gens ont bien conscience, et ça a été fait par les médecins eux-mêmes de Strasbourg qui ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors t'imagines bien que ça n'a pas abouti, mais évidemment ce que tu dis là, alors on réfléchit à plein de moyens avec les... C'est très très difficile de se structurer, ne nous le cachons pas. Dans le secteur de la santé, on a vu aussi, vous avez tous entendu parler du reportage d'Envoyé spécial avec l'aide-soignante Ella Kirieff qui s'est fait licencier au lendemain de la diffusion. Vous vous rappelez peut-être de mon aventure, moi, après la vidéo qui avait été vue 11 millions de fois avec France Inter, qui avait Patrick Cohen qui s'était permis de me diffamer en mentant à mon égard pour dire aux gens, faire croire que j'étais pas salariée de la PHP, faire croire qu'il n'y avait pas d'urgence dans mon hôpital. C'était compliqué, hein, puisque donc pour ceux qui ne savent pas, j'intervenais, j'ai été invitée de la matinale de Inter, donc j'ai expliqué la garde de mes 2 jours précédents où j'avais essayé d'hospitaliser une dame en soins intensifs de cardiologie. J'ai dû appeler 11 hôpitaux. Alors vous imaginez quand vous êtes interne aux urgences, autant vous dire qu'appeler 11 hôpitaux, ça prend... une fois que vous avez entendu 8 minutes 40 Vivaldi à chaque hôpital, que c'est jamais le bon interlocuteur, etc., vous passez 1h30 au téléphone, c'est un temps dans lequel vous ne soignez pas les autres. Donc quand je raconte ça, dame que je n'ai d'ailleurs pas réussi à transférer, bref, je leur raconte ma journée, et le lendemain, M. Cohen dit donc, sur la matinale de France Inter, donc en janvier 2017, « Excusez-nous, mea culpa, nous nous sommes fait avoir par notre invitée d'hier. Elle n'est pas interne de la PHP, il n'y a pas d'urgence où elle travaille, etc. » La machine que ces gens peuvent mettre à l'œuvre aussi pour détruire la parole de la contestation, et qui est très difficile à rétablir. Moi, je me suis fait insulter au supermarché le lendemain. Il y a des gens qui disaient, franchement, utilisez la vie d'une vieille dame pour faire votre promo, parce qu'ils pensent que c'est la radio qui a raison. France Inter, c'est la vérité. Donc heureusement qu'il y a eu... gros barouf médiatique que les journaux, les grands titres aussi, Libé, Le Monde ont quand même repris pour dire que c'était eux qui mentaient et pas moi, et puis que ce livre est venu après pour... Mais là, on parle à l'heure aujourd'hui, le livre est sorti, il y a toujours écrit sur les pages du médiateur de Radio France que je suis une menteuse, etc. Donc ça a été très dur pour moi appeler, quand j'ai appelé les soignants notamment et les patients à témoigner. Mais autant vous dire qu'un paquet de gens m'ont répondu qu'ils avaient peur. Hein. Et je ne peux pas ne pas les comprendre. Ce qui est très intéressant en ce moment, par exemple, avec les Gilets jaunes, c'est comment la colère prend le pas sur la peur. Et moi, je reçois les premiers messages de gens qui me disent « Je m'en fous s'ils me virent. Là, c'est devenu tellement grave qu'en fait, je ne peux plus me regarder dans la glace avec ce que je fais. Je ne peux plus être d'accord avec ça. Je ne peux plus être complice de ce système-là. » Donc là, on passe aussi un cap où c'est intéressant. Mais du coup, évidemment... ce que tu dis là, c'est très très compliqué de se structurer chez les soignants, d'autant que nous on est un métier où la grève est aussi très compliquée, vous l'imaginez bien, puisqu'on est obligé de rester quand même près des malades. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'il y a cette injonction contradictoire
fait que, je le rappelle, il y a quand même beaucoup chez nous de souffrances qui ne s'extériorisent pas, mais qui s'intériorisent et qui se terminent sur de la dépression et notamment des tentatives de suicide et des suicides, dont on a été particulièrement touché ces derniers mois, puisqu'on se compte à peu près un suicide toutes les semaines à tous les 15 jours chez les soignants sur le territoire. Donc, tu vois, moi, quand tu parles de la piscine de Beaubreuil et que tu es ému et tous ces gens-là, moi, c'est mon mot d'ordre. Hein. Je leur pardonnerai pas nos larmes, je leur pardonnerai pas nos morts, je leur pardonnerai pas nos dépressions, c'est pas à nous de les porter, c'est à eux. Merci beaucoup. Et effectivement, Cohen, je crois que c'est pas exagéré de dire c'est un vrai salopard. Vous retrouvez toute l'histoire dans le livre de Sabrina, mais vraiment, vraiment, c'est un vrai salopard. J'ai voulu mettre connard dans le livre, c'est mon éditrice qui m'en a empêché, je tiens à le préciser. Donc j'ai juste dit qu'elle bassesse pour ceux qui liront. Oui. Vous verrez que ça transpire salopard partout. Je pense qu'ici, on peut se le dire entre nous. Hein. Ouais. Voilà. Moi, c'est juste pour venir corroborer ce qu'il vient de dire, effectivement. Et comme vous dites, c'est une santé à deux vitesses, c'est-à-dire que vous parliez de l'ophtalmologie. Alors effectivement, c'est pas, on a mal aux yeux, on a un problème aux yeux, c'est pas mortel entre guillemets. Mais en même temps, c'est parce qu'on va le traiter au début qu'on va éviter plus tard que ça dégénère. Et n'empêche que si on a les moyens, on va le traiter au début. Alors, exemple très simple. Ici à Limoges, moi j'avais une ophtalmo quand je suis arrivée à Limoges, puis elle est partie à la retraite, donc on m'a retournée sur Chénieux. Puis du coup, Chénieux avait donc changé mes lunettes, et puis on m'a dit, oh bah, faut attendre, voilà. Donc parce que j'ai l'opportunité, je suis allée à Toulouse, rendez-vous en même pas 15 jours, j'ai eu, cabinet d'ophtalmo, on m'a refait mon ordonnance, j'ai refait mes lunettes, etc. Donc ce qui veut bien dire qu'effectivement, on va mettre tous en place des stratégies qui sont totalement inéquitables, qui ne sont pas justes, qui vont juste être basées sur t'as les moyens, t'as pas les moyens. T'as les amis qui sont à Toulouse, c'est cool, t'as pas des amis, tant pis pour toi, tu vas attendre chez Chénieux pendant 7 mois. Et puis à Chénieux, quand vous grattez un peu, on va vous expliquer que si tu fais un peu pitié en téléphonant aux secrétaires, qui sont un peu comme nous d'ailleurs, en disant que tu peux peut-être essayer de gratter 1 mois ou 2 pour ton gamin, mais vas-y, il faut vraiment que tu fasses pleurer pour avoir un rendez-vous qui, somme toute, pour en revenir aux gilets jaunes, c'est somme toute nos impôts. Enfin, c'est juste nous qui payons tout ça pour avoir de moins en moins de services en payant toujours plus. Donc, là, je n'ai pas toujours compris, mais bon, visiblement. Et c'est là où c'est catastrophique, c'est-à-dire qu'on va faire l'impasse sur plein de soins qu'on devrait faire tout au long de la vie, régulièrement, pour qu'au bout de... en fin de vie, non, pas en fin de vie, mais peut-être à un certain âge, on va payer ces manquements, notamment l'ophtalmologie, mais les dentistes, les soins dentaires aussi, qui peuvent être... si on n'y prend pas soin, ça va taper. Et autre chose, vous parliez du temps de distance, et effectivement, c'est passé un peu sous silence, mais il y a une réforme chez les pompiers au SDIFS, où il y a eu une réorganisation des casernes sur le temps, en fait, et notamment c'était très en lien avec les déserts médicaux, c'est-à-dire qu'on considère que 20 minutes c'est rien, 30 minutes c'est pas mal. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de casernes aussi qui sont en difficulté dans les pays ruraux parce qu'elles vont fermer. Parce que du coup, ici pour le Limousin, vont se regrouper à Limoges, mais ça va forcément étendre d'autant plus le temps d'intervention et les pompiers, c'est hostralier avec votre métier, avec votre urgence. Et c'est là, c'est-à-dire que, mais c'est ce que vous disiez, on va nous expliquer, ils sont pas contents là, les pompiers sont pas contents là, mais c'est pas lié, vous inquiétez pas, c'est pas lié. En fait, si, tout est lié. Et c'est bien catastrophique, quoi. On est vraiment dans une situation où on est un petit peu au bout du mur et au bout du mur. Et ceux qui ont les moyens trouveront des stratégies. Comme moi, j'ai l'opportunité d'aller à Toulouse parce que je connais des gens. Mais tout le monde n'a pas cette opportunité-là. Mais c'est pas normal qu'à Toulouse, on a un rendez-vous en moins de 15 jours, qu'à Limoges, on attende
Je crois que c'était 6 mois qu'on me proposait. Toi c'était... Voilà. Alors, je te parle ça il y a 4 ans. Alors, du coup, tu vois, C'est 1 an, voire plus. Oui, voilà. On est arrivé à presque 1 an. Voilà. Alors, je vais laisser... Juste par rapport à l'ophtalmologie, parce que en fait, nous à Saint-Julien, on a un service d'ophtalmo qui est vraiment top. Mais là, on a un médecin, mais on n'aura pas de médecin très longtemps. Je crois que fin 2019, on n'aura plus de médecin. Et on passe parfois des longs moments sans avoir de médecin, parce que juste il faut le payer, le médecin, quand il est là. Voilà, donc l'hôpital n'a pas les moyens de payer un ophtalmo et de rémunérer un ophtalmo tel qu'il souhaite être payé aussi. Voilà, je pense que tout médecin doit se rémunérer. Donc c'est dommage parce qu'on pourrait rendre vraiment beaucoup de services. Là on en rend, mais c'est pas suffisant. De toute façon, un ophtalmo pour une ville de 12 000 habitants, où je crois qu'il y en a 2 sur Saint-Junien, ça suffit pas, quoi. Voilà. C'est bien dommage. Oui, je crois que vous avez raison de rappeler que l'austérité, elle tue. Il y a un géographe, si c'est pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Emmanuel Vigneron et qui a observé, il a fait une grande enquête en France et il observe que la surmortalité, elle est plus importante dans les départements, dans les espaces qui sont les plus éloignés des centres métropolitains, des grands centres métropolitains. Donc la raréfaction des services publics médicaux dans les espaces ruraux ou dans les quartiers populaires, et leur concentration dans quelques espaces qui sont plus lucratifs que les autres, plus profitables que les autres, elle a des conséquences évidemment sur la vie des gens. Il y a une vraie ségrégation sanitaire en France, on connaît tous la ségrégation scolaire, il y a une ségrégation sanitaire aussi. Ce que vous dites sur la médecine à 2 vitesses, sur la santé à 2 vitesses, c'est une évidence et tout le monde la connaît. Je crois que le cas qui l'a montré peut-être le plus violemment et qui est une forme d'horizon en fait, qu'il faut toujours avoir en tête, parce que ça constitue une forme de laboratoire à ciel ouvert, c'est le cas de la Grèce. Alors Sabrina le connaît mieux, évidemment le connaît beaucoup mieux que moi, mais il me semble, je cherchais les chiffres, c'est pour ça que je me suis levé, mais les programmes d'austérité en Grèce, les mémorandums, ils ont eu des conséquences directes et immédiates sur la santé des Grecs. La mortalité, elle a augmenté subitement de quasiment 20%. Les cas de VIH, ils vont doubler entre 2010 et 2012, c'est-à-dire au moment du premier mémorandum. Les cas de dépression, les cas de suicide aussi. Peut-être que tu peux préciser, parce que toi tu as été dans les dispensaires grecs, au moment où l'État s'était tellement absenté que les médecins en étaient venus à gérer la pénurie, à créer des formes d'autogestion en fait, pour soigner et pour parer à l'urgence. Oui, alors effectivement, les chiffres sont ce que tu dis. Moi, le plus impressionnant, je trouvais, c'était la mortalité infantile qui a augmenté de 50% l'année de la mise en place même du mémorandum, et les suicides de 100%. Il y a eu un doublement dans l'année du nombre de suicides. Alors évidemment, effectivement, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a eu donc une autogestion des usagers et des soignants eux-mêmes pour répondre à ça, puisque en fait, ils en sont arrivés à ce que la population au chômage et dans les états de précarité n'étant plus solvable pour la plupart. En fait, vous ne pouviez rentrer à l'hôpital que si vous avanciez vos frais. Donc pour vous donner un exemple, il y avait un forfait de 1 000 € pour un accouchement. Donc en fait, une femme, soit si elle rentrait en pré-travail, bonjour, j'ai perdu les os, je vais accoucher, vous donniez tout de suite 1 000 €, sachant qu'un chèque n'était pas accepté, bien sûr. Et si vous ne les aviez pas, vous deviez signer un document attestant que vous êtes d'accord avec le fait qu'on récupère dans votre logement pour 1 000 € de matériel par un huissier, pour que vous puissiez accoucher. Le seul moyen de contourner cela,
c'était l'urgence vitale. C'est-à-dire qu'ils avaient essayé de faire voter une loi selon laquelle si la vie de la mère ou de l'enfant était menacée, à ce moment-là, le soin pouvait être gratuit. Donc c'est passé ce qui devait se passer, c'est que les femmes commençaient à coucher chez elles avec la cousine, la sage-femme, les gens qu'on connaît, et puis si ça se dégrade, on va à l'hôpital. Sauf que là, bien évidemment, la montre, elle tourne entre chez vous, le temps qu'une ambulance arrive et l'hôpital. Et donc, ça peut avoir les conséquences qu'on connaît. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on accouche dans un endroit, surtout quand il y a des complications annoncées, des suivis de grossesse difficiles, qu'on accouche entouré de matériel et de personnel qui a la technique à proximité. C'est bien parce que le temps, quand vous avez un monitoring, pour ceux qui ne connaissent pas, et que ça décélère, c'est-à-dire que le bébé ne reçoit pas assez d'oxygène, vous avez grosso modo entre 3 et 4 minutes pour passer en césarienne. Donc là, vous imaginez bien que si la dame elle est chez elle, elle n'est pas dans 4 minutes au bloc. Okay. Donc ce qu'il y a d'assez fascinant, c'est qu'effectivement ils se sont autogérés. Alors au départ, c'est sur l'île de Grécos, si je ne m'abuse, qu'avait été fait le premier dispensaire. Et alors il n'avait pas été pensé au départ pour l'austérité. Hein. Le premier avait été fait pour donner des soins gratuits aux migrants qui débarquaient sur les côtes grecques. Mais en fait, ils se sont retrouvés les premiers surpris, c'est-à-dire que très rapidement, les premiers consultants de ces endroits ont été les Grecs eux-mêmes. Et dès lors, ils se sont mis à en ouvrir partout. On est arrivé à 60 dispensaires dans la région d'Athènes, plus une pharmacie autogérée. Alors là, qui forçait l'admiration, c'était assez impressionnant, puisque du coup, tous les personnels soignants avaient mis leurs agendas en commun de ce qu'ils avaient la journée à l'hôpital pour ensuite assurer des consultations le soir les uns après les autres à leur travail. Pour la gestion, secrétariat, ménage, aller chercher du matériel, etc., ce sont les usagers eux-mêmes qui donc étaient aussi patients, qui s'organisaient pour faire un relais de secrétariat, etc. Toutes les décisions étaient prises en commun au sein des établissements. Et pour la pharmacie, ils ont demandé aux gens de ramener les médicaments. Et il y a eu un mouvement de solidarité qui s'appelle France-Grèce Solidarité pour la Santé. On a nous aussi ramené avec nous des médicaments. Ils ont fait venir beaucoup de médicaments du Portugal, d'Espagne, de France via les avions. Après, ça n'empêche pas que on peut pas. C'est là qu'on voit aussi les limites de l'autogestion, les limites de la solidarité, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des traitements qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, on est arrivé à un moment critique où il n'y avait plus de chimiothérapie à Athènes. Donc là, clairement, les mecs, ils n'avaient pas leur chimio. Donc c'est une vraie perte de chance. C'est-à-dire qu'on a beau faire ce qu'on veut, à un moment, les moyens étatiques restent ce qu'ils sont, et que c'est compliqué, même avec la meilleure volonté du monde, de faire mieux que ça. Mais évidemment, l'austérité dessus, moi j'avais été marquée quand ça, on a beaucoup dans le débat aujourd'hui, oui, les gens, si la sécurité sociale c'est gratuit, comme l'autre me l'a dit l'autre jour sur France 5, si on fait du 100% sécu et que les gens, ou les tiers payants généralisés, si les gens n'avancent pas, il n'y aura plus de respect, ils vont consommer plus. Alors déjà, c'est vrai que c'est tellement amusant de passer 4h30 d'attente dans la salle d'un médecin généraliste avec VSD et Paris Match que franchement, personne n'a mieux à faire dans la vie, ça c'est sûr. Il y a quand même qu'un ministre pour vous sortir une connerie pareille. La seconde chose, c'est que la valeur, si on a perdu en termes de reconnaissance et de valeur, me semble-t-il, c'est d'abord parce que nos institutions elles-mêmes ne nous respectent pas. Et donc à partir du moment où vous avez des gens, comme on entend, qui sont obligés de se mettre en grève de la faim pour soigner dignement, où vous avez des aides-soignantes et des infirmiers qui n'arrivent même pas à boucler des fins de mois, qu'est-ce que vous voulez que les gens ils aient un respect? Aujourd'hui, les gens à qui on fait des obsèques nationales dans ce pays qu'on appelle les premiers de cordée, c'est les fraudeurs de l'impôt, c'est les grands patrons qui licencient à tour de bras et qui voient leur fortune augmenter de 14%. Donc si on veut qu'une société nous respecte, commençons par que ceux qui la dirigent nous respectent aussi.